Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo parole d'expat avec Gaëlle qui est en couple avec un Thaïlandais. Elle va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Alors Gaëlle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Quel âge as-tu Gaëlle? J'ai 30 ans. 30 ans, ok, tu es jeune. Tu es encore jeune. Alors, explique-nous un petit peu, depuis quand es-tu arrivée en Thaïlande? Alors, je suis arrivée en Thaïlande la première fois en novembre 2015. D'accord, donc déjà 8 ans, ça fait ça? Déjà 8 ans, ouais. Ok. Donc, tu es arrivée à Phuket la première fois? À Phuket, à Kamala, ici même. Ouais. Pour des vacances, pour quelle occasion? Alors, je suis arrivée pour faire un stage de plongée. Ouais. Donc, j'ai fait mon dive master, j'ai fait mon PADI, Open Water, Advanced Rescue et dive master. Tout ça ici? Ouais, j'ai tout fait ici. Tu voulais travailler dans la plongée, c'était ton but à l'époque? Ouais, à l'époque, je voulais travailler dans la plongée, je voulais apprendre à plonger parce que j'avais plongé que dans une piscine en France. Ah oui, t'étais originaire de quel endroit en France? De Strasbourg. Ah oui, d'accord, bon. La mer par là-bas. En effet. Et du coup, voilà, j'avais très peur des fonds marins en fait, à vrai dire. Et du coup, je voulais un peu vaincre cette peur et voir ce qu'il y avait là-dessous. Ça t'a plu en fait, parce que t'as vraiment tout fait du coup. J'ai tout fait, ouais, jusqu'au dive master. J'ai juste pas fait la dernière étape qui est le instructor course. D'accord, parce que tu t'es dit qu'au fait, non, ça te disait pas ou... En fait, en passant mon dive master et en passant tous mes niveaux PADI, je me suis rendu compte que j'adorais plonger, mais pour moi. Ouais. Et que en faire un métier, c'était pas vraiment ma voie. D'accord. Donc tu es rentrée en France après ce stage, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, je suis rentrée en France parce que donc à l'époque, j'étais déjà hôtesse de l'air. Ouais. Ça, c'est ton métier de base depuis plusieurs années, au fait. Effectivement, ouais. Et du coup, en fait, j'avais à l'époque donc des CDD de 6 mois. Et donc, je passais 6 mois en France et 6 mois en Thaïlande. Donc 6 mois où j'étais hôtesse de l'air. Et cette année-là, j'ai passé 6 mois en Thaïlande pour faire mon dive master. Le rêve de beaucoup de personnes, de faire 6 mois, 6 mois. Et donc là, donc après ce dive master, tu es rentrée donc pour tes 6 mois en France pour travailler. Exactement. Et donc à cette époque-là, tu étais célibataire? Tu avais déjà rencontré quelqu'un? Comment ça s'est passé? Alors quand je suis arrivée en Thaïlande, j'étais célibataire. Et quand je suis partie de la Thaïlande, j'étais en couple. Donc tu es partie en laissant ton chéri sur place, au fait. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu t'es dit alors? Est-ce que c'était un coup de foudre, un coup de cœur, ou tu t'es dit bon, c'était sympa pendant ces petites vacances? Alors à l'époque, c'était un peu perturbant pour moi parce que justement, c'était un peu un coup de foudre. Vous êtes rencontrés à quel endroit? Alors c'était le capitaine du bateau. C'était le capitaine, voilà. On a visé haut tout de suite. Et en fait, effectivement, c'était un peu un coup de foudre. On parlait pas la même langue puisque lui il est thaï, il parlait très mal anglais et moi j'apprenais déjà le thaï à cette époque-là. Et en fait, quand je suis rentrée en France, on savait pas trop si on allait continuer ou pas et par la force des choses, on n'a pas trop réussi à... Ouais, de fait, ça s'est bien passé pendant ces 6 mois, puis quand vous êtes séparés, vous êtes dit au fait, on est triste, on a envie d'être ensemble. Disons que moi, la Thaïlande, c'était 6 mois. Ouais. Il n'y avait pas je voyais pas plus loin. C'était vraiment dans le but de faire mon dive master. Mon dive master étant terminé, le retour en France s'imposait et du coup, c'était pas dans mes plans en fait. Et donc il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé, voilà. Il a un peu tout chamboulé. Et donc 8 ans après, alors il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis, on va peut-être en parler un petit peu, mais vous êtes toujours ensemble en fait. Toujours ensemble. Toujours ensemble, toujours avec le capitaine. Donc tu as choisi le capitaine. Ah, il est plus capitaine, alors d'accord, il s'est passé plein de choses. Explique-nous un petit peu. Donc là, tu es rentrée en France, tu t'es dit bon, au fait, il me manque, la Thaïlande me manque, tout ça. Donc tu as resté quand même ces 6 mois-là en France pour bosser, et après tu es revenue. Après, je suis revenue pour 6 autres mois, puisque du coup, j'avais encore ce CDD. Ouais. Et donc, je suis retournée 6 mois la haute saison d'après. D'accord. Et là, donc, vous vous êtes retrouvés après 6 mois de séparation, en fait? Oui, alors j'étais venue pendant ces 6 mois une fois. Ouais. Et on s'est vus une fois en 6 mois et après, on a repassé 6 mois ensemble. Et donc pour lui, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que pour lui aussi, c'était peut-être la première fois qu'il se mettait en couple avec une étrangère. Exact. Hein, c'est ça, comme toi avec un Thaïlandais aussi, hein, j'imagine. Un homme thaïlandais, est-ce qu'il t'a dragué? Est-ce que c'est lui qui est venu? Est-ce que c'est toi qui es venu vers lui? C'est ce qu'on peut appeler un petit peu un coup de foudre, parce qu'en effet, on n'avait pas vraiment de langue en commun. Ouais.
Et ça s'est fait très naturellement. En fait, c'est une relation que je décris toujours un peu comme particulière parce que on n'avait pas de langue en commun, mais pour autant on n'a jamais eu de malaise ou de. C'était naturel. C'était totalement naturel. En fait, on se sentait bien l'un avec l'autre et encore aujourd'hui, hein, puisqu'on est encore ensemble. Mais c'était voilà, on a grandi ensemble et aujourd'hui on est ce qu'on est. Mais c'était un peu, en effet, pour lui, je pense que c'était un peu perturbant pour moi aussi. Bah oui, j'imagine que s'il y a déjà une nouvelle relation quand on découvre quelqu'un, c'est quelque chose de perturbant et d'excitant, mais en même temps avec plein de surprises. Et là, quand tu découvres en relation un couple avec une personne d'une autre culture, avec d'autres traditions, d'autres manières de voir la vie, de penser, etc. J'imagine que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta tête à ce moment-là et de se dire, il y a le côté coup de cœur, et après de se dire, est-ce que vraiment sur le long terme ça va pouvoir marcher? Donc tu m'as expliqué un petit peu avant le rendez-vous qu'il y a eu en effet ces petites hésitations de votre part à tous les deux, j'imagine aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais rentrée en France, on me disait c'est un amour de vacances, il n'y a pas d'avenir. C'était plus l'entourage alors qui t'a fait mettre le doute. Et du coup, effectivement, on commence à se poser des questions, à se dire mais effectivement, comment je vais faire? Il est à 10 000 km de là où j'habite. Voilà, il y a des histoires de visa, il y a des histoires de frontières, il y a plein de complications derrière et on se dit c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et finalement, 9 ans plus tard, on est toujours là. Et vous n'êtes pas mariés pour l'instant? On n'est pas encore mariés. Pas encore, donc ça va venir. Tu attends la demande. Et est-ce qu'il est déjà venu en France, lui? Oui, il est venu en France. Alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il est venu en France. Strasbourg Alors à Strasbourg, mais j'habite à Paris, moi. Je suis originaire de Strasbourg, mais j'habite à Paris. Et à l'époque, en 2019, il est venu pendant 3 mois sur un visa touristique. On a mis longtemps à faire notre demande parce que, pareil, il y avait plein de gens qui me disaient c'est impossible pour un Thaï d'obtenir un visa, venir en France c'est très compliqué, etc. Et en fait, ça s'est passé assez facilement. On a suivi les procédures, c'est un petit peu complexe, effectivement, il y a plein de papiers à donner, etc. Mais ça s'est fait, on a eu le visa tout de suite en 5 jours. Ouais, donc comme quoi c'est tout à fait faisable. Voilà, et il a aimé, il a rencontré ta famille, tu lui as fait découvrir plein de choses, parce que là, pareil, pour eux, je sais que les Thaïlandais, dans leur esprit, en plus Paris, quand tu lui avais fait découvrir Paris, donc pour eux, ils voient ça à la télé, et je pense que de le voir en vrai, ça doit être assez impressionnant. Oui, alors j'appréhendais pas mal parce que c'est un vrai local. Ouais, il est originaire de Phuket? Oui, de Kamala. Et notamment par rapport à la nourriture, ça a été un peu compliqué. Parce que les Thaïs sont très attachés à. Il avait pris dans ses valises toutes les sauces et tout? Non, tu lui avais pas dit? Non, parce que ça se trouve à Paris, Dieu merci, il y a le 13e arrondissement, donc ça se trouve assez facilement. Voilà, la nourriture, il a pas apprécié. Ouais, d'accord. Il a testé, mais c'est pas son truc. Ouais, c'est dur, hein. Tu as fait tester du fromage, je crois que là, ça devait être compliqué. Fromage encore, ça va. Fromage encore, ça va. Mais en fait, tout ce qu'il goûtait, il disait que c'était neutre. Ça a pas de... Voilà, ça manque de spicy, ça manque des épices, de toutes les saveurs qu'il y a dans la cuisine thaï et avec laquelle ils ont grandi. Donc pour eux, c'est vrai que je peux comprendre que ça doit être spécial. Ouais, ils mettaient du piment de partout pour essayer de rajouter quelque chose Il mangeait pas. Il a fait la régime maintenant. Il faisait son riz à la maison, sa cuisine à la maison. Il a beaucoup cuisiné pendant 3 mois. J'ai pas touché à la cuisine. Très bien, ça c'est parfait. Donc c'était pas mal. Et il a rencontré ta famille aussi? Il a rencontré ma famille. Comment ça s'est passé alors ça? Très bien, parce que c'est quelqu'un de très, très avenant, etc. Donc ma famille, tout le monde a fait l'effort de parler en anglais. Donc c'était super agréable. Et non, ça s'est vraiment bien passé. Tout le monde l'a apprécié. Et ma mère l'avait déjà rencontré parce qu'elle était venue en Thaïlande. Mon petit frère aussi. Et les autres membres de ma famille, non. Mais non, ça s'est très bien passé parce que ça faisait quand même 4 ans déjà qu'on était ensemble. 3-4 ans. Déjà sérieux. Là, on peut plus te dire, c'est un amour de vacances, arrête. Quoi. Ouais, là, c'était un peu plus sérieux. Tu me disais qu'en effet, il parlait pas bien anglais. Toi, tu parlais bien anglais parce que tu es hôtesse de l'air, donc j'imagine que tu as un bon anglais. Par contre, tu ne parlais pas le thaï. Non. Ouais. Alors, quand je suis arrivée en 2015, je faisais déjà l'effort via des applications, etc., d'apprendre le thaï, parce que je trouvais ça important de pouvoir communiquer avec les locaux. Et en rentrant en France, j'ai pris des cours à la Maison de la Thaïlande. D'accord. À l'époque,
qui était à Bastille, avec une super prof thaï, totalement bilingue, française. Super. Et du coup, j'ai appris à lire, à écrire, à parler à ce moment-là. Et en revenant les années d'après en Thaïlande, j'ai repris des cours ici. Et puis donc du coup, tu t'es mis à parler thaï avec lui aussi. Oui, voilà. Et depuis on parle thaï. Et vous parlez en thaï. Donc tu parles couramment. Je parle couramment thaï. D'accord. Donc là, je pourrais pas te dire des trucs en thaï parce que je sais que quoi qu'il arrive, tu sais mieux que moi. Tu peux essayer si tu veux. Mais... Et donc toi, donc là maintenant vous parlez en thaï, tu le lis, tu l'écris. Oui. Est-ce que du coup, parce que donc là maintenant, alors quelle est ton activité actuelle et quelle est l'activité de donc ton chéri qui s'appelle Bass? C'est ça. Donc mon activité actuelle, c'est toujours hôtesse de l'air. Ouais. Et là, cette année, j'ai pris un espèce de congé sans solde parce que j'ai repris mes études. D'accord. Et je passe actuellement un diplôme qui s'appelle le DAEFLE et qui est un diplôme qui me permet d'être enseignante en FLE, française langue étrangère. Et c'est un diplôme qui me permettra d'enseigner le français en Thaïlande. Super. Et voilà, donc en ce moment je suis dans les études et à côté je travaille toujours quand je suis en France. Je suis toujours un petit peu entre la France et la Thaïlande. Tu fais un petit peu des allers-retours, voilà. Tu n'es pas ici toute l'année en Thaïlande à temps plein. Exactement. Ok. Et donc Bass, qu'est-ce qu'il fait lui alors? Parce qu'il n'est plus sur les bateaux. Voilà, donc Bass n'est plus sur les bateaux et il a acheté une licence donc d'un jet ski en 2019. D'accord. Et il le loue aux touristes sur la plage à Kamala. Donc ça, c'est vrai que moi je sais pas. Alors le jet ski, c'est pas quelque chose que j'aime personnellement. J'ai déjà essayé, mais c'est pas un truc. Moi, j'aime pas la vitesse. Enfin, moi, j'aime pas les trucs qui font peur et tout. Moi, même les grands 8, je les fais pas, donc c'est pas mon truc. Mais du coup, je savais pas que un particulier pouvait juste avoir un jet ski. Je pensais que c'était des sociétés qui avaient leurs dizaines de jet skis sur la plage et c'est tout, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait acheter un jet ski et le mettre sur la plage. Alors, il y a des réglementations, j'imagine. Comment ça se passe. Enfin, après, lui, il est thaï, donc c'est sûr, il n'y a pas de permis, de visa, etc. Il a le droit de travailler. Donc, il a investi. J'imagine qu'il a fait un prêt, du coup, pour avoir le jet ski. Comment ça s'est passé ? Non, il n'a pas fait de prêt. Mais alors, en fait, comment ça se passe ici, c'est que, donc, en fait, c'est réglementé par plage. Donc, je parlais de Kamala parce que c'est ce qui me concerne, ce qui nous concerne. À Kamala, il y a 26 licences. 26 licences. Donc, il ne peut pas y en avoir une 27e, une 28e ou 29e. Ou, voilà. C'est réglementé par l'Office de la Marine, qui est pas loin de Hawaï. Et en fait, donc une licence correspond à un jet ski. Et il y a plusieurs propriétaires de plusieurs jet skis sur chaque plage. Donc à Kamala, il doit y en avoir, je sais pas, peut-être 8 ou 7-8 peut-être. D'accord. Et un propriétaire peut avoir plusieurs licences, donc plusieurs jet skis. Oh, ok. Bass, en l'occurrence, en a une licence. C'est sa seule activité. Il arrive à vivre avec un jet ski. Oui. Il arrive à vivre donc, alors en haute saison, j'imagine, puisque là il y a la basse saison qui arrive et la mer n'est pas vraiment praticable pour les jet skis. Alors le jet ski, ça se fait en général, ça commence en novembre jusqu'à mi-mai. D'accord. Après, la basse saison, ils sortent pas. Non, en tout cas, pas à Kamala, parce que Kamala, c'est aussi une plage qui est connue pour le surf en basse saison, donc il y a un peu trop de vagues pour faire sortir les jet skis. Et combien ça coûte alors un jet ski? Enfin, si on veut faire du jet ski ici, une heure de jet ski, c'est à l'heure qu'on loue le jet ski? Ça peut être la demi-heure, ça peut être à l'heure. D'accord. Et combien ça coûte? J'ai aucune idée. La demi-heure, c'est 2000 bahts. D'accord. Voilà. Et l'heure, c'est 4000, je crois. C'est vrai que ce qui coûte aussi, c'est l'essence pour mettre dans le jet ski, j'imagine aussi. Il faut payer l'essence, il faut payer le staff qui s'en occupe, il faut payer les taxes aussi, parce qu'on paye des taxes tous les ans à l'Office de la Marine. La licence, j'imagine. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, c'est ça. Et est-ce que lui, il se voit faire autre chose? Est-ce qu'il se voit augmenter sa flotte de jet ski? Est-ce qu'il a des rêves? Peut-être, je sais qu'il y a des Thaïs qui, des fois, rêvent d'ouvrir un petit business. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que lui... alors lui, il aimerait bien en avoir un deuxième. Ouais. Donc il essaye de mettre de côté pour acheter une deuxième licence. Mais ça reste assez... en fait, ça fonctionne un peu comme les licences de taxi en France à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un marché, comme je disais tout à l'heure, il y a 26 jet skis à Kamala. Ouais. Donc pour avoir une deuxième licence, ça veut dire qu'il faut acheter la licence de quelqu'un d'autre. Voilà. Et je sais qu'on en discutait aussi, et moi j'ai déjà mis les gens en garde contre ce qu'on appelle les arnaques au jet ski, qui parfois arrivent. Et justement, Gaëlle me disait, bah oui, les gens ont tous cette image-là, et c'est compliqué de leur faire comprendre qu'on n'est pas tous comme ça aussi, que les Thaïs ne sont pas tous comme ça. Et donc tu me disais qu'il y a eu des problèmes aussi de ce côté-là, que tu as déjà terminé à la police avec des gens qui pensaient que... En effet, En fait, il y a tout un cliché autour du jet ski en Thaïlande qui
qui perdure depuis des années et des années. Voilà, comme quoi c'est des arnaques, c'est une mafia, etc. Et en fait, non, faut savoir que c'est ultra réglementé aussi donc par l'Office de la Marine, etc. Et que à Kamala, en l'occurrence, parce qu'encore une fois, c'est ce que je connais, il y a que des gens de Kamala en fait. Et les Thaïs font ça de manière générale, d'une pour pouvoir pouvoir protéger les gens du village, leur donner aussi voilà, du travail, etc. Mais aussi pour pas avoir de problème. Parce qu'en fait, ils sont très communautaires, les Thaïs. Et le fait de travailler avec des gens de la même communauté, c'est-à-dire en l'occurrence la communauté de Kamala, ça évite aussi d'avoir d'autres problèmes avec d'autres villages, en l'occurrence. Donc par exemple, en tant que propriétaire de jet ski, si les propriétaires de jet ski sont que des gens de Kamala. Il n'y a pas de propriétaire de jet ski qui vient de Bangtao ou Rawai. C'est pas quelque chose qu'un étranger pourrait faire en fait. Non. Du coup, c'est réservé vraiment aux Thaïs. Et réservé aux Thaïs du village. Du village, ouais. Donc c'est encore plus spécifique sur ça. Ok. Et c'est très... c'est vrai qu'on a parfois des problèmes avec des touristes qui pensent que la Thaïlande, voilà, c'est un peu... tout et n'importe quoi, que c'est pas réglementé, qu'on peut un peu faire ce qu'on veut. Et moi, je leur dis souvent quand on a des problèmes, par exemple, on leur explique souvent les règles, voilà, il faut pas zigzaguer, faut faire attention, comme on disait, tout ça, on leur explique toujours les règles avant de partir. Maintenant, on leur demande aussi de faire le tour du jet ski, de prendre des photos s'ils veulent prendre des photos. En fait, je leur dis tout le temps, ça fonctionne comme quand vous louez une voiture chez Hertz ou Europcar ou peu importe, en fait, il faut regarder où est-ce que la voiture est endommagée, etc. Bah, c'est pareil. Et en fait, à partir du moment où vous montez sur le jet ski, on ne peut pas retourner à la plage et dire c'est une arnaque, scam. Et donc toi, de toute façon, donc tu me disais que Bass, il est originaire de Phuket. Donc pour voir, c'est pas comme si il t'avait fait découvrir peut-être d'autres endroits d'où il était originaire. En fait, lui, il reste à Phuket. Est-ce que il a voyagé un petit peu en Thaïlande? Est-ce qu'il connaît d'autres endroits en Thaïlande? Est-ce que vous avez découvert des endroits ensemble peut-être? Pas avant moi, mais oui, effectivement, depuis qu'on est en couple, on a pas mal bougé, parce que moi c'est une de mes passions aussi, le voyage. J'ai un peu la bougeotte, j'ai du mal à rester longtemps au même endroit. Et du coup, on a été à Bangkok, on a fait Chiang Mai, on a fait Koh Samui, on a un petit peu bougé en Thaïlande. Moi, j'ai fait aussi pas mal de voyages solo, sans lui. Mais on est assez différents parce que j'ai beaucoup la bougeotte, mais lui est très casanier. Et oui, c'est pas quelque chose, encore une fois, déjà financièrement, mais ils n'ont pas été habitués à autant de voyages que nous. Dans notre enfance, notre jeunesse, nous on voyage avec la famille, les parents, même dans notre propre pays, alors que c'est pas quelque chose qu'ils font. Et c'est pour ça que le fait qu'il soit originaire de Phuket, en effet, il ne va pas voir sa famille ailleurs. En fait, toute sa famille est ici. Et Bangkok, il connaissait pas du coup. Bangkok, il avait fait certainement quand il était plus jeune, mais il n'en a pas des souvenirs. Mais il déteste Bangkok. Ouais, je peux comprendre. C'est la grande ville. Même quand il était venu en France, Paris, on avait fait la Normandie, on avait fait l'Alsace. Il avait beaucoup aimé, mais Paris, c'était pas son c'est truc. compliqué. Parce qu'au fait, le mode de vie qu'on a dans une grande ville, c'est perturbant en fait, même pour nous. Enfin, moi, tu me ferais pas vivre à Paris, ni à Bangkok. Moi, j'ai grandi à la campagne, c'est pas quelque chose qui m'attire non plus, donc je peux tout à fait le comprendre. Et donc là, comment vous passez? Parce que là, du coup, est-ce qu'il travaille maintenant en basse saison? Qu'est-ce qu'il fait? Non, pendant la basse saison, il travaille pas. D'accord. Mais ici, c'est à Phuket, c'est assez courant de travailler la haute saison et de pas travailler la basse saison. Dans les endroits touristiques, on gagne beaucoup d'argent pendant la haute saison parce qu'il faut pouvoir survivre pendant la basse saison sur l'argent qu'on a gagné. Et je trouve ça plutôt cool en soi parce que ça permet aussi on sait que chacun a son rythme personnel, mais moi j'ai aussi toujours un peu fonctionné comme ça, à faire des grosses périodes d'activité intense et derrière des grosses périodes où on souffre. Oui, c'est vrai, si tu fais 6 mois, c'est un peu ça en fait. Et raconte-moi un petit peu une journée dans typique de votre vie ensemble quand vous êtes tous les deux. En ce moment, par exemple, quand il ne travaille pas, comment vous faites vos journées tous les deux? Alors, moi, personnellement, on est très indépendants, lui et moi. Donc, en ce moment, comme je fais mes études, ah oui, c'est vrai. souvent, je suis au café la journée et je révise. Alors, souvent, j'y vais le matin vers 9-10 heures jusqu'à
15 heures, quelque chose comme ça. Et après, soit je vais, parce que je fais de la boxe thaï, donc soit je vais à l'entraînement. En ce moment, je me développe un peu une passion pour le surf. En tout cas, j'essaie oui, il y a les vagues en ce moment. Voilà, j'essaie d'apprendre à surfer. Donc là, tout à l'heure, cet après-midi, j'irai surfer. Voilà, et puis souvent, il me rejoint sur la plage. On fait des trucs, on va presque tous les soirs regarder le coucher du soleil. Ça, c'est un peu l'activité. L'activité de la journée. Voilà, à Kamala. En prenant des petits trucs à manger. On peut passer au marché avant, prendre un petit jus, un truc. C'est vraiment un truc une petite anecdote d'ailleurs, parce que Bas, quand il était venu en France, il m'avait demandé un jour, il dit mais où c'est que vous regardez le coucher du soleil? Et j'avais trouvé la question touchante, et à la fois je me suis dit mais je sais même pas de quel côté il se couche en fait. Oui, non, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et en fait ça m'avait fait vachement réfléchir, à me dire mais c'est terrible, c'est dans les grandes villes, à Paris en l'occurrence, on ne le voit pas. On le voit pas, on sait pas de quel côté il se couche, on sait pas où il se lève. Et en fait, ici, c'est ce que j'aime aussi dans la vie en Thaïlande, c'est que on est beaucoup plus proche de l'environnement, de notre environnement de manière générale, que ce soit la nature ou les gens. En fait, il y a aller regarder le coucher du soleil le soir, c'est une activité à part entière, comme aller voir un film au cinéma. Et tous les jours c'est différent, tous les jours c'est des différentes couleurs, tous les jours c'est... Et en fait c'est effectivement c'est cette vie-là moi qui me touche et qui me plaît ici, c'est qu'on est beaucoup plus connecté aux choses. De manière générale, à la nature, et il suffit de voir autour de nous, c'est vert partout, il y a des plantes partout, il y a la mer, le vent, le soleil, et les gens aussi sont ici à Kamala. Moi ça fait des années que j'y suis, donc les gens me connaissent maintenant. Ah la seule Farang qui parle thaï du coin, ça doit être toi de toute façon, ils te connaissent. Et en fait c'est rigolo parce que à chaque fois que je pars pendant plusieurs mois en France et que je reviens ici, tout le monde s'arrête, on dit ah ça y est, t'es revenu, t'es là depuis combien de temps, tu restes combien de temps, etc. Quand je pars de chez moi en banlieue parisienne, parce que j'ai toujours mon appart en banlieue parisienne, personne ne remarque que je suis partie. Tu sais même pas qu'habite à côté. Voilà, c'est ça, personne ne sait que j'habite là. Mais et ici en fait tout le monde se connaît, se reconnaît, on est vu en fait, on existe en fait, plus que ce qu'on a un peu perdu dans les grandes villes, c'est des villages à taille humaine, même encore à Phuket. Et les Thaïs ils sont assez observateurs, etc. Et quand vous faites partie du village, ils savent que vous faites un petit peu partie des leurs, quoi. Tu te sens intégrée, toi, avec la communauté thaï? Oui. Et le fait, je pense que la langue joue énormément, c'est-à-dire que tu as l'impression de... Oui, il n'y a aucun effort, tu comprends ce qu'ils racontent, donc du coup, ils n'ont pas à faire d'effort non plus, et donc tu es automatiquement, en fait, intégrée à ça. Est-ce que tu as senti une réticence de leur part, ou alors tout de suite ils étaient heureux de t'accueillir, de partager des choses avec toi? Avec les entourages de Bas, ou l'entourage de Bas, ses amis ou même les gens, les voisins, etc. Ça c'est toujours, j'ai toujours été très très bien accueillie. Et effectivement c'est ce que je conseille aussi aux expats ou aux gens qui veulent venir s'installer ici, c'est vraiment de faire l'effort d'apprendre la langue, parce que les Thaïs ont envie en fait d'aller vers nous, ont envie d'avoir des amis phalanges, ont envie de communiquer, mais ils sont pas très bons. Ils savent pas trop faire. Ils n'ont pas les mêmes codes non plus, donc ils ont peur de peut-être nous vexer ou qu'on le prenne mal. Exactement. Et du coup, c'est un peu compliqué pour eux. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, depuis que je parle couramment thaï, ça a ouvert des portes, mais infinies pour moi ici. Et on est vraiment, ils reconnaissent vraiment cet effort-là. Une anecdote, on était il y a quelques années partis à Chiang Mai dans un parc national qui était gratuit pour les Thaïs et payant pour les Phalanges. Et on était partis avec Bas, on était dans la voiture, on s'est arrêté, il y avait le ranger qui nous a demandé donc de payer pour moi, et j'ai commencé à parler thaï avec Bas et le ranger, et on a commencé à parler, engager une conversation, et à la fin il me dit non mais c'est bon, toi t'es thaï, t'as pas besoin de payer. Et en fait c'est souvent arrivé ce genre de choses, c'est qu'ils vraiment ils reconnaissent que t'as fait un effort d'intégration. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu as fait ce premier step, ils t'intègrent vraiment.
Oui, et c'est souvent le premier step que les phalanges ne font jamais en fait. C'est ça, j'allais te dire, le truc c'est que c'est tellement rare. On a tous, alors souvent c'est les femmes qui font les cours de taille, je l'ai remarqué et c'est vrai, moi j'en ai fait. Après, le fait d'être en couple avec un taille, ça fait que tu vas encore plus pratiquer au quotidien et que tu vas avoir quelqu'un vraiment avec qui pratiquer tout le temps. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ne font pas l'effort ni de parler même anglais à Phuket, et encore moins le thaï et les hommes. Donc il y a 80% d'hommes qui regardent mes vidéos, donc essayez de vous mettre un petit peu aux langues, au moins pour pouvoir communiquer, engager une conversation, et vous verrez que tout de suite le regard va changer. Et donc, ça désinhibe un peu les relations, quoi. Tout à fait. Et donc toi là tu te vois, alors là maintenant tu me parlais peut-être de futurs mariages, est-ce que les projets que vous avez ensemble, est-ce que vous en parlez dans votre couple? Est-ce que lui aussi se voit rester avec toi et vivre ici, ou est-ce que vous voulez aller vivre en France? Je pense avoir la réponse, mais on ne sait jamais. Disons que je pense que Bas ne serait pas totalement réticent non plus à venir vivre en France. Ouais. Le problème étant qu'il ne parle pas français et qu'en France, contrairement à la Thaïlande, en Thaïlande, même en parlant juste anglais, en fait, on peut avoir des perspectives professionnelles, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne parle pas du tout français, en France, c'est très très compliqué. Donc il y a cet aspect-là. Après, c'est vrai que moi, je me sens bien en Thaïlande. Je me sens pas totalement mal en France non plus, mais je pense qu'effectivement, ce serait plus simple que moi, je vienne vivre en Thaïlande. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée aussi dans ces études. Là, ce que tu aimerais, c'est après arrêter le côté hôtesse de l'air pour ne plus peut-être partir 6 mois et rester ici à l'année? Alors, je sais pas tout à fait, je n'ai pas vraiment de réponse, parce qu'en réalité, je trouve que le modèle 6 mois est un modèle parfait. D'accord. Dans le sens où... Parce que la Thaïlande, c'est vrai que sur le long terme, quand on y vit et qu'on est expatrié vraiment à 100%, il y a des choses de la France qui nous manquent. La famille, les amis, certains aspects, la nourriture, certains aspects culturels aussi. Et du coup, je trouve que 6 mois, c'est le timing parfait. On a juste le temps de se lasser d'un côté qu'on retrouve l'autre. Et inversement. Après, c'est plus quand on est deux, ça va, puisque là, effectivement, il y a la basse saison où lui, il pourrait venir avec moi en France. Maintenant, si on a des enfants un jour, c'est sûr que le modèle 6 mois est un peu plus complexe. Oui, ça sera. Vous verrez bien, mais au moins, tu as aussi un plan B si jamais tu veux arrêter de faire hôtesse de l'air et d'avoir quelque chose de plus stable peut-être à l'année. En fait, je dirais que le plus compliqué, effectivement, pour créer une vie en Thaïlande, c'est cette stabilité professionnelle parfois qui est un petit peu manquante. Il y a des jobs pour les phalanges, on peut monter son entreprise, on peut faire des choses, mais c'est pas sans risque. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, en tout cas pour ma part en France, cette stabilité professionnelle que j'ai aujourd'hui en France, que je suis pas prête à lâcher aujourd'hui, parce que de l'autre côté, pour le moment, j'ai rien. Après, oui, mais tu y travailles, donc justement c'est ça, c'est que tu n'es pas en train d'attendre et de voir, tu prépares quelque chose et ça fait éventuellement le plan B derrière. Bon, en tout cas, moi je trouve que ton expérience, elle est super intéressante, qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup comme toi et c'est dommage. Je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance, d'avoir partagé cette expérience avec toi. Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Merci. Des petits lukrung plein si c'est ton désir. Et en tout cas, écoute, peut-être on fera une vidéo dans plusieurs années pour voir un petit peu l'évolution de tout ça, de votre histoire à tous les deux, parce que c'est intéressant. Quand il parlera français, tu lui diras, il pourra faire une vidéo avec moi. Ouais, j'ai un peu abandonné l'idée, mais on sait jamais, il faut y croire. Fait vivre, voilà. Écoute Gaëlle, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous voulez louer le jet ski du chéri de Gaëlle, je vous mets tout ça dans la barre de description, comme ça vous pouvez la contacter, puis elle transmettra toutes les informations. En attendant, portez-vous bien et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.